Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un podcast exceptionnel de l'équipe Rivers Basket Session. Cette semaine, on fait deux podcasts parce qu'on est dans la foulée du match 6 des finales NBA qui sont déroulées cette nuit. Donc, on est là avec les yeux rouges, mal rasés, la tête à l'envers, mais encore sous l'adrénaline de ce match 6 décisif, remporté par les Warriors. Quatrième titre pour cette équipe de Golden State avec Stephen Curry et tout l'essentiel du groupe, le même noyau. Une finale qui aura été malgré tout disputée. Au début, on ne savait pas trop. Certains avaient pronostiqué au sein de notre rédaction, en tout cas 4-1 pour les Warriors, 4-2. Ça aurait très bien pu aller en 4-3. Finalement, ça a été une série assez incertaine. Jusque finalement, on va en parler, je pense, à partir du match 4, où ça a commencé à vraiment, la dynamique a changé. Comme toujours, je suis rejoint par Shai Mamou, Antoine Pimel, pour compléter voilà, notre analyse de ce match, de cette finale, et puis parler un petit peu des perspectives d'un côté comme de l'autre, du côté de Boston, du côté des Warriors. Première question tout bêtement, Antoine, Shai, est-ce que ce match 6 a eu le scénario que vous imaginiez? Est-ce que vous avez été surpris par des choses en particulier? Comment vous avez vécu ce Game 6? On en avait un peu parlé entre nous, Théo, l'autre jour. Pour le coup, là, ça s'est un peu passé comme on l'avait prévu, c'est-à-dire dans la lignée, un peu dans la même dynamique des derniers matchs avec les Warriors qui avaient vraiment. On avait l'impression que leur fameuse marge d'avance était vraiment confirmée là après un début de série un peu plus compliqué. Et bah là, voilà, je pense qu'on a vu qu'ils étaient au-dessus en termes de confiance, de physique, encore une fois. On l'a répété 10 000 fois, mais ouais, ce Game 6 n'a pas été ultra surprenant, même s'il a quand même encore été disputé. Et que moi, je me suis demandé à un moment si les Celtics n'allaient pas. Je ne sais plus vers quelle heure il était. Antoine m'envoie, bon, c'est bon, c'est terminé. En gros, on peut préparer, on peut préparer les articles. Et puis là, on voit Boston qui commence à grappiller un petit peu, à revenir sous les 10 points. Je me suis dit, ils vont encore le faire, ces cons-là. On va se taper un match 7 et ça aurait été bien, hein, c'est pas grave. Mais... Donc il y a cette phase-là, mais sinon, j'ai là pour le coup moins d'incertitude que sur les matchs précédents et la logique de ce qu'on a vu récemment à respecter. Moi, je tiens déjà à m'excuser, hein. On vient de m'enlever les dents de sagesse, donc j'espère que j'arriverai à articuler et que vous arriverez à me comprendre. Et je m'excuse pour ceux qui ont la vidéo, ça ne doit pas être très joli à regarder. C'est le Robert Williams de l'équipe Rivers, Antoine. Blessé mais présent. C'est dur. Ouais, je suis plus dur que Andrew Wiggins et Draymond Green, les gars. Il ne veut pas nous le dire, mais en fait, sa tentative de faire fake Klay Thompson, il s'est fait arrêter par la sécurité à Golden State. Ils l'ont un peu molesté. Et voilà, c'est la version officielle, là, seulement. Pas qu'un peu, alors. Mais ouais, sinon, concernant le match, non, pas surpris que j'avais aussi une idée d'un scénario à peu près dans ces idées. Et même, je dirais plus globalement, la série, le déroulement de la série, c'est pas pour flamber, mais ça rejoignait un peu ce que j'avais imaginé, anticipé. C'est-à-dire que déjà, j'avais le bon score et le bon MVP. J'ai mis 4-2 et MVP Curry. Mais je voyais bien 4 premiers matchs où ça se renvoie un peu dans les cordes. Et après, les Warriors qui prennent le dessus. Un, sur l'expérience. Deux, sur la rotation, la profondeur. Et là, on l'a vu, c'est notamment pour moi un des gros trucs des deux derniers matchs, pardon, c'est que Boston, il n'y a plus aucun banc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'apport ni de Derrick Williams, ni de Grant Williams, Derrick White, pardon, et Grant Williams. Donc trop limité. Du coup, oui, je ne suis pas surpris du déroulé. Je me doutais que les Warriors seraient sérieux. Je me doutais que Draymond Green ferait un gros match. Et il a fait un gros match. Je pense même que c'est l'homme du match. Non, pas surpris. C'était des superbes finales. Je partage tout à fait votre avis. Moi, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que même si moi aussi, j'avais imaginé que ça serait, enfin, j'avais pronostiqué, après le jeu des pronostics, c'est toujours aléatoire, 4-2 pour les Warriors, mais j'imaginais pas les Warriors finir en prenant 3 matchs de suite comme ça. C'est vrai que moi, c'est ça que je retiens. Shai, tu parlais du fait que le match était. Il y a un moment même où Boston continuait à revenir, même tard dans le match. Et j'ai l'impression que finalement. Je vais reprendre une notion que j'ai entendue J.J. Redick utiliser. Il parlait d'endurance, de compétitivité, en fait. Et pour parler des Warriors, en disant qu'ils avaient ça en eux. Et ce qui était fou dans ce match, c'est qu'à 2 minutes 30 peut-être, Boston a encore l'occasion de faire un stop pour essayer de repasser sous, peut-être rejoindre les 9 points ou quelque chose comme ça. Et il y a un rebond offensif qui le laisse complètement passer. Personne ne va chercher ce rebond. Les Warriors récupèrent la balle, passent dans le corner pour Andrew Wiggins, tire à 3 points. Et là, c'est vraiment mort à ce moment-là. Mais jusqu'à ce moment-là, on sent finalement le match aurait été encore. Je dis pas que Boston aurait pu le gagner, mais
ils auraient encore pu essayer vraiment de le contester aux Warriors. Et à ce moment-là, on a senti, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue que finalement, les Celtics n'en pouvaient plus et qu'ils étaient épuisés. Et je ne parle pas simplement de physiquement, ça on en a parlé tout au long de la série, mais que mentalement, en termes de ressources psychologiques, de combativité, ils étaient épuisés. Ils ont été épuisés par cette équipe des Warriors. C'est décourageant quand tu vois une équipe qui propose quelque chose à tout ce que tu fais en termes défensifs, offensifs. En plus encore une fois, c'est pas à négliger la fraîcheur physique. Voilà, ça s'est vraiment senti. Je pense que sur les 2 dernières minutes du match, même Marcus Smart, et c'est là que ça m'a choqué en fait, même Smart, sur son langage corporel, on voyait qu'il Il n'y n'y était croyait plus. Ouais. plus, tu vois, et qu'il lâchait l'affaire. Moi, alors, je suis d'accord. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, c'est juste que j'avais une autre lecture. Moi, j'ai l'impression que le run, là, pour moi, c'était que de l'orgueil, plus qu'une vraie. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas la possibilité de prendre le match, ils auraient pu revenir, on ne sait jamais, tu mets 2, 3 points. Effectivement, au niveau du score, c'était encore serré, mais j'ai l'impression qu'il y avait vraiment juste un coup d'orgueil, plus qu'une vraie dynamique qui pouvait faire douter les Warriors. Comme tu as dit, Shai, ouais, j'avais envoyé assez tôt dans le groupe le fait que bon, c'est bon, c'est plié. Moi, pour vous dire, j'ai commencé à écrire mes papiers, je crois, milieu du troisième carton, quoi. Avant-hier. Ouais. Playmaker, sens de l'anticipation, lecture de Ouais, jeu, ouais, Antoine voilà. Pimel. Non, j'avais l'impression qu'il y avait un coup d'orgueil, mais j'ai l'impression que le shift pardon, il s'est fait dans le game 4 Ouais. avec les 43 points de Stephen Curry. J'ai l'impression que c'est vraiment là, c'est ce match-là où voilà, tous les autres Warriors sont pas ouf sur ce game, mais Curry sort une performance folle et les Warriors le prennent. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, ça s'est écroulé. Un peu comme les Suns l'an dernier, au final, ils perdent 3 matchs de suite, voire 4. 4 Oui, de suite? Il menait ils ont deux mené 0 4 de 2-0. suite? Ouais. Et voilà, il y a un moment, quand la dynamique, il y a du momentum qui se crée, avec l'expérience, la profondeur, etc., ça pardonne plus, quoi. Et j'ai l'impression que vraiment perdre le Game 4, c'est là où les Celtics ils perdent la série. Et derrière, attends, et puis donc tu as ce Game 4 là où, bon, ok, tu as Curry qui fait un match fou et tout. Et puis tu as derrière où Curry fait pas du tout un match fou en termes d'adresse à Ouais, 3 points. Dans le reste, il a été bon, on en a déjà parlé, mais et ils perdent quand même. Donc c'est ça. Moi, ouais. je pense que le découragement, il est. Et mine de rien, les Celtics ont une espèce, cette endurance de compétitivité. Et je trouve quand même qu'ils l'ont gardé longtemps et que c'est assez admirable en fait. Parce que, comme on avait dit avec Théo l'autre jour, il y a beaucoup d'équipes, à mon avis, qui rapidement auraient lâché, auraient pris un 4-0 ou un 4-1 dans ces conditions avec des joueurs diminués comme ça et un tel adversaire. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que enfin, je disais pas ça pour dire que c'est pas que les Celtics ont abandonné d'eux-mêmes en fait, c'est que les Warriors ont fini par j'ai le sentiment qu'ils ont fini par les briser psychologiquement par leur capacité, ce que tu disais, Shai, à encaisser ce que Boston donnait et à répliquer, à répliquer, à répliquer. Et en fait, je parlais de cette possession à 2 minutes 30 parce qu'en fait, je me disais, j'ai eu le sentiment que pendant tout le match, la force des Warriors, c'était de donner du rythme. Qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de gérer un peu l'horloge, Boston est revenu. Et dans ces 2 minutes 30, là, qui restaient à peu près moins de 3 minutes, c'était un petit peu piégeux parce qu'il restait pas beaucoup de temps. Mais l'écart n'était pas suffisant, à mon avis, pour pouvoir simplement se dire bon, bah, on va jouer arrêté face à une défense aussi forte que celle de Boston. Et j'ai senti qu'il y avait un petit battement parce qu'en fait, il y avait Smart qui a coupé complètement Stephen Curry de la balle. Euh, du coup, c'est Klay Thompson qui était, on pourra en reparler, mais qui est vraiment hors rythme offensivement dans ce match-là, qui a eu la balle, puis qui l'a redonné à Wiggins. Des joueurs qui sont pas forcément, sur qui ça repose pas forcément cette responsabilité de gérer ces fin de match, ces fins de carton, du moins avec la balle en main. Et ils se sont mis à jouer en marchant. Et je me suis dit, attention, là s'il y a un stop, un petit run du côté de Boston, il y a quelque chose à jouer en fait. Et c'est là que j'en reviens à j'ai été hyper étonné parce qu'en fait, les Warriors se sont retrouvés à devoir gérer une situation en isolation trop tardivement sur l'horloge, prendre un mauvais tir. Et il y avait le rebond long qui a été pris par je ne sais plus quel joueur des Looney, je Warriors. crois. Il y a au moins 3 joueurs des Celtics qui auraient vraiment pu s'en saisir avec une opportunité peut-être de jouer le jeu rapide, d'aller provoquer une faute. Je ne dis pas que le match s'est joué là, en fait, mais j'avais pas senti jusqu'à ce moment-là qu'en fait, les Celtics étaient vraiment ils étaient plus là en fait. Et c'est encore une fois, c'est pas cette possession qui a fait le match, mais je pense qu'elle a été, je la trouve significative de l'effet finalement psychologique, mental qu'ont eu les Warriors face à cette équipe de Boston, qui tout au long des playoffs avait quand même réussi à puiser dans des ressources mentales assez fortes pour aller gagner contre Milwaukee. Finalement, même si ça a été, s'ils se sont fait peur à la fin du match 7 face au 8, ils ont quand même trouvé les ressources pour boucler la série. Et là c'était l'obstacle de trop de leur playoff.
Non, clairement. Mais bon, ils ont pas démérité, hein. Franchement, juste, les Warriors sont vraiment des beaux champions. Quelle équipe! Alors, tu es toujours beau quand tu es champion, mais c'est vraiment incroyable, cette équipe, ce retour au sommet. Draymond Green qui réenclenche le truc, Klay Thompson, les jeunes qui apportent. Jouer sur deux tableaux comme ils l'ont fait, développer à la fois du jeune et continuer à jouer le titre. Ouais, c'est pas fréquent. Franchement, c'est même dans le sport, pas que dans la NBA, c'est quasiment du jamais vu. Alors, je pense que c'est marrant parce que là, on peut le présenter comme un truc très beau. Je pense que c'est aussi parce que tout simplement, ils n'ont pas cru à 100% en leur trio, hein. Faut être honnête. S'ils n'ont pas tout cassé pour faire venir une star de plus, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à 100%, je pense, en Curry, Thompson, Green. Euh, il y avait même des tensions. Il y a eu pas mal de rumeurs qui ont été rapportées sur des tensions sur un vrai, pas une rupture, parce que et ça travaille toujours ensemble aujourd'hui, mais il y a eu des positions vraiment différentes entre Steve Kerr, Bob Myers et les actionnaires, enfin en tout cas Joe Lacob. C'est-à-dire que Steve Kerr, lui, voulait tout pour que ça joue la gagne dès maintenant. Myers suivait. Et au niveau du tout en haut de la franchise, on était plus en mode bah, non, non, attends, on n'est pas sûr que ça peut gagner. On ne sait pas ce que ça va donner de la santé de Thompson, la santé de Curry. Bah, nous, on veut garder Wiseman, on veut garder le 7e choix qui est devenu Kuminga, etc. Mais je suis pas tout à fait, je partage pas tout à fait ton analyse, Antoine. J'ai l'impression, enfin moi, qu'il y a quand même eu la confiance dans ce trio, que ça allait payer. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est sur, en fait, finalement, la manière dont ils ont pu naviguer entre jouer la reconstruction et jouer la gagne, ça a marché à partir du moment où ils se sont dit non, on joue la gagne. Et que nos jeunes, on va les développer en jouant la gagne. Le moment où ils se sont dit, bon, après, Wiseman s'est blessé, donc c'est un petit peu particulier, mais où ils se sont dit bah non, on va jouer Warriors Basketball, notre façon de jouer, et les jeunes, on va les faire, va leur permettre de se développer, mais il faut qu'ils se développent avec nos principes de jeu à nous. On ne va pas simplifier le jeu, jouer que du pick and roll pour que James Wiseman puisse faire ses stats ou s'acclimater tranquillement à la NBA. Il va falloir qu'ils trouvent le moyen de jouer comme nous on joue. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est Steve Kerr à la limite derrière qui a pris cette décision, même si j'imagine qu'il ne la prend pas tout seul. Mais il y a eu un peu toutes ces rumeurs à un moment. Je pense que c'est même pas que ma théorie, c'était un peu ce qui était rapporté, les spéculations sur le fait que les dirigeants des Warriors avaient peur que le joueur qui récupère en échange de leur jeune, alors c'est pas tout à fait pareil que ce que j'ai dit, c'est vrai, ne suffise pas à faire passer ce trio en tant que favori. Alors qu'en fait, ce trio, on le voit même sans une autre star, ils sont favoris. Alors, je refais complètement l'histoire et on part sur autre chose, là, je m'éloigne, mais s'ils avaient joué une équipe comme les Bucks au complet, est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement un joueur talentueux de plus pour gagner? Alors, c'est un grand, on n'en saura jamais, hein, mais tu vois, et ce joueur, ça aurait pu être un gars qu'ils auraient récupéré en échange de, je sais pas, de Kuminga ou de Wiseman. Après, bon, là, vraiment, je pars dans des hypothèses. Oui, en tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai mal exprimé mon propos. Il y avait toujours, de toute manière, de la confiance dans ce noyau dur. La preuve, c'est que sinon, ils auraient sans doute transféré Draymond Green à un moment. Je pense qu'ils ont toujours eu dans l'idée de se dire bon, on attend que les trois soient disponibles en même temps. Et si là, ça ne marche pas, que Clay n'arrive pas à revenir, que Draymond a du mal à redevenir le joueur qu'il est, ou que Curry commence à décliner, là, on actionnera le. Mais bon, je pense qu'ils ont quand même toujours eu le truc de se dire bon, allez, les trois sont pas encore, on n'a pas revu les trois ensemble, on va au moins attendre un petit peu, quoi. Mais il y a des franchises justement qui auraient fait le move sans même revoir les trois. Tu vois, il y a des franchises, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des franchises qui auraient aveuglement, justement, en fait, je ne dis pas que les Warriors ont fait un mauvais choix d'ailleurs, en réalité, hein. C'est même, au final, on voit, ça paye aujourd'hui, c'est même sans doute mieux. Ils sont champions et en plus, ils ont gardé leur jeune. Mais il y a des franchises qui, aveuglement, notamment, généralement, les franchises où il y a LeBron James, qui auraient juste misé sur ah bah non, là, on peut gagner, on croit en notre gars, donc on va faire venir tous les mecs possibles et on sacrifie notre avenir sur 15 ans. Les Warriors n'ont pas voulu faire ce choix. Je pense quand même qu'ils croyaient en Curry, Thompson et Green, hein, bien sûr. Mais il y a eu une réflexion. Le flottement, on ne va pas tout faire pour gagner, quoi. Il y a des équipes qui auraient tout fait pour gagner. Le flottement, à mon avis, il a peut-être pu intervenir quand Clay a rechuté, en fait. Peut-être que là, il s'est dit, waouh, bon. Ouais. Compliqué. Curry aussi s'est blessé. Donc, du coup, Draymond aussi. Draymond, ils ont dû se demander à un moment s'ils allaient retrouver le. L'état de santé. De toute façon, tout le monde a pensé à la fin de cycle, honnêtement. Qui ici peut dire ah non, c'était sûr que la dynastie n'était pas finie, ça va revenir. Quand tu vois Kevin Durant qui part, Klay Thompson qui se blesse 2 fois de suite. Livingston qui part, Iguodala. Il y a plein de trucs qui te font dire bah, si ça revient, ce sera peut-être dans 3-4 ans sur une
avec un Curry à 35 piges qui porte un peu le truc, mais d'autres joueurs autour, tu vois. Et là, au final, c'est ça qui est un peu prodigieux. Et même eux, quand tu les entends parler après le titre, là, ils disent bah, c'est quasiment le plus beau parce que c'est le plus inattendu. Même si on savait qu'il serait compétitif, c'est une équipe qui a fait 2 fois la loterie en étant la plus mauvaise équipe sur l'une des 2 saisons et qui, là, boum, direct. Alors peut-être en profitant de certains trucs, on ne saura pas. Il y a des équipes qui sont foirées, qui ont eu des blessés. Mais voilà, ils ont eu le mérite de continuer de croire dans ce noyau dur et c'est admirable. Ouais, et tu parles de croire et de confiance. Moi, ce que j'ai trouvé emblématique dans ce match 4, c'est le temps de jeu accordé à Klay Thompson, notamment dans le quatrième quart-temps. À la fin du troisième quart-temps, même je l'avais tweeté, là, une des questions que je me posais, c'était de savoir comment Steve Kerr allait gérer ses rotations sur les postes, sur ce poste-là, parce que Klay Thompson, je trouve que finalement, c'est peut-être un des moins bons matchs offensifs que je l'ai vu faire. Il a forcé énormément de choses de mon point de vue. Et à des moments même, il a pris des tirs. Je me demandais un petit peu pourquoi il les prenait. Alors, je comprends, il voulait les remettre dedans pour se rassurer, etc. On connaît toute la légende qui entoure Game 6 Clay, mais je le trouvais vraiment pas dans le tempo. Et Jordan Poole, qui avait été très bon en première mi-temps, a peu joué en deuxième mi-temps. Il a très peu joué dans le troisième quart-temps, donc pas assez pour avoir un impact. Mais en même temps, on sait ce qu'il est capable de faire s'il prend feu. Et en même temps, on sait quelles sont ses faiblesses défensives. Et j'ai trouvé ça assez admirable au bout du compte que Steve Kerr fasse à ce point confiance à Klay Thompson, qui a fait un match défensif énorme tout du long. Autant offensivement, il était à côté de la plaque, autant défensivement, il a été très sûr. Il a été excellent même sur la fin, là, pendant le run de Boston, il a été volé des ballons, etc. Et j'ai trouvé que c'était assez emblématique finalement de cette équipe. Même chose un peu, même si c'était purement symbolique, de faire rentrer André Iguodala pour la dernière minute. Voilà, on sait que c'est pas le monde des bisounours, on sait que les Warriors sont une équipe, voilà, une équipe professionnelle comme les autres, que c'est pas simplement le fameux truc de la loyauté des grandes familles dans le sport professionnel. On sait bien que c'est un mirage, mais malgré tout, je trouve que cette finale et ce match représentent un petit peu tout ce qu'on peut trouver de positif dans cette équipe des Warriors dans la manière dont elle est gérée, dans la manière dont manifestement le groupe vit, s'entretient. Je veux dire, à la fin, même chose sur le podium, de voir la joie des joueurs des Warriors au moment où la présentatrice passe le micro à Andrew Wiggins. J'ai trouvé que c'était très fort en fait, parce que depuis le début de la saison, eux connaissent la valeur d'Andrew Wiggins. Tout au long de l'année, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça a été au bout du compte, je pense, le joueur le plus fiable de l'équipe, déjà parce qu'il est tout le temps là, jamais blessé, tout le temps là. Et il a une constance qui a été énorme, surtout vu les blessures, le retour de Clay, la blessure de Draymond Green, la blessure de Stephen Curry. Lui, finalement, ça a été un petit peu le fil rouge de cette équipe tout du long, avec une montée en puissance en finale et pendant les playoffs qui fait que voilà, on a pu saisir toute la mesure de son importance. Mais toutes ces choses-là, je trouve que ça représentait assez bien le succès des Warriors et pourquoi on en parle comme d'une potentielle dynastie et pourquoi leur fenêtre est peut-être pas fermée encore. Il y a un what if amusant, enfin amusant, non, pas amusant en fait, mais si Wiggins refuse, admettons, Wiggins refuse de se faire vacciner, alors c'est pas il y avait la même réglementation à San Francisco qu'à New York, tu sais pas quel remous ça fait en interne avec les Draymond Green et tout qui à mon avis l'auraient mal vécu. Je pense ils sont quand même allés assez fort pour le convaincre parce qu'au début il était parti en mode non, non, c'est motif religieux, il a essayé d'obtenir une dérogation de la NBA quand même, hein. Donc on ne sait pas comment ça aurait tourné si la saison elle tourne de la même manière, si Wiggins ne joue pas ou qu'il manque 3 à 4 mois jusqu'à ce que la réglementation change. Donc c'est une décision hyper importante au final. D'autres équipes auraient peut-être aimé que certains de leurs joueurs prennent cette décision avant. Des équipes de Brooklyn, tu veux dire Au hasard, comme ça, je dis ça comme ça. Sinon, pour Klay Thompson, son meilleur shoot du match, c'était après la rencontre, quand il a allumé Jaren Jackson Jr., assez magnifique. Sur le tweet où il se moquait un peu du slogan Strength in Numbers. Et Clay était beaucoup plus intense encore que devant la presse en parlant de ce tweet que sur le terrain pendant le Game 6, je trouve. C'est vrai que l'émotion à la fin, elle était belle, hein. Honnêtement, voir Stephen Curry en pleurs comme ça. J'ai aussi beaucoup aimé, juste avant qu'on lui remette le trophée de MVP des finales, il y avait un plan sur lui. On le voyait un petit peu hyper concentré, presque perdu dans ses pensées. Et je trouvais ça assez cool parce que à ce moment-là, j'ai trouvé qu'on mesurait un petit peu à quel point ça devait le saouler quand même et lui peser ses discours sur il faut qu'il gagne un titre de MVP des finales pour montrer qu'il est ceci, cela, alors que c'est quand même une absurdité, je pense, globalement. Mais c'était assez
comment dire, ouais, moi j'ai kiffé en fait voir ce côté-là. Il en parlait après dans une conférence de presse d'un match précédent là, le Petty King là, le fait qu'il soit lui aussi, comment on peut dire, mesquin quand il le faut. Et on voyait bien que tout ce discours-là, il avait beau afficher son sourire, dire ouais, ce qui compte pour moi, c'est les titres qu'on gagne en équipe. Là, tu sentais un petit peu la satisfaction quand même de pouvoir dire à tout le monde, bon, c'est bon, maintenant Il sait fermez-la, que c'est il n'y a plus important. rien à dire. Il sait que mine de rien, c'était pas anodin. Pas parce que, enfin, je veux dire, là, nous, les contemporains de Curry, on sait ce qu'il vaut, on sait qu'il a changé le jeu, machin. Mais dans 40, 50 ans, les mecs qui l'auront pas vu jouer et qui vont faire les classements, ah tiens, aujourd'hui, on va classer les 100 meilleurs joueurs de l'histoire. Ils vont regarder, ils vont dire, bah non, on va éliminer Curry parce qu'il n'a pas d'MVP des finales. Alors que là, aujourd'hui, ils vont se dire, bon, il en a quand même eu un, et puis il y aura une remise en contexte, tout ça. Je pense que ça compte. Et puis, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il a. La seule finale qu'il a peut-être un peu manqué, c'est 2016. Et encore, il rate surtout la fin. Mm. Mais au final, il avait toujours été bon. Au final, 2015, c'était vraiment, c'est une honte qu'il n'ait pas eu le MVP. 2018, il aurait pu l'avoir, très clairement, Mm. autant que Durant, je pense. D'ailleurs, enfin, bref, il a marqué plus de points que Durant lors de 3 des 4 matchs de cette série. Et là, en fait, enfin, ces finales, c'est fantastique. 31 points, 48% au tir, 44% à 3 points en prenant 12 3 points par match. 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, premières interceptions de la défense. En fait, pour moi, ces finales, ça montre, et il n'y avait pas besoin qu'il le prouve, mais apparemment pour certaines personnes, il y avait besoin, ça montre qu'il aurait pu jouer à n'importe quelle époque. Tout le monde était là, Curry, il suffit de jouer dur sur lui, il faut lui envoyer des mecs physiques. Il avait la meilleure défense de la ligue, la plus physique, et sur lui, le meilleur défenseur de la saison. À son poste, ouais, carrément. Ils n'ont jamais trouvé une seule solution. Il n'a pas arrêté tous les matchs. Le seul match où il marque moins, c'est parce qu'il manque d'adresse. C'est même pas les Celtics qui le ralentissent, un petit peu avec Robert Williams qui le gênait, mais c'est juste qu'il a manqué d'adresse et il fait même pas un mauvais match. Il a été excellent, il Et a en été défense, exceptionnel. en défense, pendant des années, on a dit bien joué les Warriors de réussir à planquer Curry sur les systèmes. Là, je veux dire, ça fait quelques années qu'il s'est vraiment étoffé physiquement et que même dans la compréhension avec l'expérience collective, la défense collective, il est devenu plus que correct en fait. Et là, sur ces finales, il est excellent en défense en fait. Même Complètement. sur Game 6, il y a des phases où il tient le choc il y a eu deux ou trois phases où il essaie de le poster, il bouge pas. Hein. Honnêtement, il n'a pas bougé, il était bien. Je suis à 2 doigts de dire que son plus grand atout, c'est pas son tir à 3 points. C'est sa condition physique. C'est incroyable un joueur qui arrive constamment à bouger comme ça. Je crois qu'il faut. Bon, déjà, il faut jouer au basket pour s'en rendre compte, mais même en jouant au basket, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dingue et c'est chiant de devoir courir derrière un mec constamment. Stephen Curry, son plus grand atout, c'est le fait que même quand il n'a pas la balle, il y a 3 mecs sur 5 de l'équipe adverse qui est concentré sur lui. On ne réalise pas à quel point, parce que c'est pour le voir, c'est un peu délicat, il faut vraiment suivre les matchs, les regarder, pour comprendre à quel point il crée du danger, en fait, à quel point il crée. C'est une menace fantôme. Et quand il a la balle, il met des tirs en plus. Donc Mais je pense vraiment que sa condition physique, sa capacité à attirer la défense est encore plus forte que son adresse à 3 points, même si les deux sont liés quelque part. Là où je te rejoins, c'est que finalement, je trouve que c'est trop réducteur de dire que. Enfin, Ouais, c'est ça, fou, hein, c'est un parce que shooter. ma phrase va sembler folle. J'allais dire, c'est trop réducteur de dire que c'est le meilleur shooter de l'histoire, même si c'est un compliment pas possible, surtout Je suis dans un d'accord sport avec d'adresse toi. comme le basket. Mais finalement, quand on voit face aux Celtics, le nombre de fois où il a réussi à les marquer dans la raquette, ces petits lay-ups. Enfin, ces petits lay-ups, c'est vraiment un euphémisme hein, parce que c'est des flotteurs. Certains, c'est des flotteurs, certains, c'est des lay-ups, mais il faut voir la courbe qu'il met, le joueur qui vient, l'aide défensive qui est prête à surgir. Finalement, c'est un all-around player. Défensivement, je suis d'accord, ça fait plusieurs années maintenant qu'il a vraiment progressé. Dans ses finales, il était particulièrement concentré, impliqué. Effectivement, j'ai trouvé que son impact se ressentait plus, mais Jeff Van Gundy en parlait pendant le match, c'est la capacité pour des grands joueurs à progresser de manière il n'y a pas que les marges. À chaque fois, en fait, on récompense la marge de progression énorme avec le trophée du MIP, qui est grosso modo le trophée qu'on donne aux joueurs qui passent d'avoir peu de temps de jeu à avoir beaucoup de temps de jeu. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais avoir la capacité sur des carrières longues à progresser sur des petites choses, petit à petit, tout au long de sa carrière, je pense que c'est des choses qu'on ne mesure pas vraiment en termes d'investissement individuel, de ce que ça représente aussi en termes de travail, mais aussi de difficulté, en fait. Quand tu es déjà à ce niveau-là,
continuer à pouvoir progresser, trouver les ressources mentales de motivation pour se dire, bah non, j'ai encore du travail, il faut que je bosse sur ces aspects-là. Ça fait que Curry a 34 ans, MVP des finales, et maintenant, à un âge où sur son poste, tu te dirais, bon, bah, le prime est derrière lui depuis longtemps, tu t'es dit, non, et en fait, par ce travail, il a étendu sa fenêtre de prime pour 2, peut-être 3 saisons, et ce qui est complètement incroyable. Il faut se rappeler que au moment où il a été drafté, en toute honnêteté, nous, on avait eu l'occasion déjà de le suivre à Davidson. On le kiffait à Davidson. On disait, bon, bah, on espère qu'une équipe NBA lui donnera sa chance. Au pire des cas, il sera exceptionnel en Euroleague. On en était là, de se dire son physique sera un trop gros handicap à surpasser pour faire ne serait-ce qu'une belle carrière NBA. Et derrière, il fait une carrière de Hall of Famer sans conteste. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que. Après, je vais peut-être spoiler un peu, c'est peut-être l'occasion de parler du MOOC qu'on va sortir, mais à un moment, vous verrez dans la table ronde, ça parle pas mal de Curry. Et en fait, tu parlais d'époque, de style de jeu, de qualité qu'il a développé. Euh, S'il n'avait pas développé certaines qualités, autres que le tir et les déplacements, bah, ce serait devenu J.J. Redick, quoi. C'est Ouais. déjà un énorme compliment parce que c'était un énorme shooter, un mec au niveau de la course et du mouvement qui était déjà fou. Mais grâce à la manière dont il a travaillé et sans doute les gens qu'il a rencontrés dans sa carrière, bah, c'est devenu Stephen Curry, quoi. Et il n'y a pas un joueur comme lui. Mm. Il est complètement unique. Il n'y a pas un joueur qui. Tu vois, Kobe Bryant, quelque part, tu peux le rapprocher à Michael Jordan. Tu vois, il y a des intérieurs légendaires, tu peux les comparer. Il n'y a pas un joueur que tu peux comparer à Stephen Curry. C'est impossible. Et LeBron James, c'est unique aussi. Mais bon, tu peux même trouver des points communs avec Magic Johnson. Stephen Curry, il n'y a aucun point commun avec aucun des 15 autres plus grands joueurs de tous les temps. C'est-à-dire que Curry est top 15, top 10, et il n'y a pas un mec dans cette catégorie qui est comme lui. Alors que En, tous les autres. en fait, ce qui est fou, c'est que je suis d'accord avec toi, c'est que tous ceux à qui tu peux le comparer, c'est des joueurs qui ont pas du tout fait le type de carrière que lui a fait. En fait. Ouais, C'est des mecs qui Abdul-Raouf, vont être, je sais pas, dans les 200, 300 meilleurs joueurs de l'histoire de la ligue. Enfin, je vous sors un chiffre au hasard où tu peux retrouver, bon, bah oui, Mark Price, il y avait peut-être un peu de choses. Mahmoud Abdul-Raouf, ouais, pareil, c'était peut-être des Abdul-Raouf, ouais. précurseurs qu'on donnait une idée de ce que pourrait devenir Stephen Curry, mais jamais tu dis que c'était de ce niveau-là, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et bah, même chose, c'était quand même. Enfin, ces larmes, c'est toujours émouvant, hein, les larmes d'un champion. Ouais. Mais là, on mesurait quand même le travail, la difficulté que ça avait dû être ces 2 dernières saisons. Être blessé, devoir repartir du bas. Comme tu disais, Antoine, pas vraiment savoir dans quelle direction allait l'équipe. Est-ce que c'était vraiment. Est-ce qu'au bout du compte, il y aurait encore la possibilité de jouer des titres? On a mesuré tout ça. Je pense que ce que tu disais sur Draymond Green, c'était très vrai. Sur les 2 derniers matchs, il a été extraordinaire dans l'activité. Sur le match 5, alors, pareil, dans le MOOC, là, qui est le MOOC Rivers qu'on vient de boucler, là, que vous pouvez précommander dès maintenant sur Basket Session, qui est sur les playmakers et le playmaking, il y a cette question dans notre table ronde de savoir aux Warriors qui est vraiment le playmaker numéro 1 entre Stephen Curry et Draymond Green. Donc, vous verrez, les avis divergent, peuvent diverger. Mais là, ce qui était impressionnant dans ce match-là, du côté de Draymond Green, c'était sa capacité à dicter le tempo, en fait. C'est lui qui a dicté le tempo en relançant systématiquement, en étant agressif, en faisant des Warriors les agresseurs systématiquement, ce qui fait que les Celtics, ils étaient obligés de revenir systématiquement en défense, de sprinter pour revenir à chaque fois qu'ils poussaient le ballon, notamment au début de match. C'était vraiment impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est que quand on avait fait la preview de cette finale, on se disait, bon, bah, l'avantage physique, il est du côté des Celtics. Pas en termes, bien sûr, ils sont fatigués, mais ils ont un avantage de taille, ils ont un avantage vraiment Puissance. physique, de brut, voilà, de physicalité, enfin, physique, c'est pas un terme, mais de physique par rapport aux Warriors. Ils ont essayé de s'en servir au début de ce match 6. Ça a commencé en jouant systématiquement le post-up sur Stephen Curry, sur Klay Thompson, même pour vraiment essayer d'établir cette domination physique. Ça leur a permis de commencer super bien. Les Celtics ont mené de 12 points, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a eu 14-2, Ouais, quelque chose comme ça. 14-2. Et derrière, ça a disparu. Et derrière, l'agresseur, ça a été les Warriors tout le reste du match. Non, c'est ça. C'est fort, ce système où le joueur le plus grand des Warriors, il fait 6'9". J'arrive pas à traduire là. Je suis désolé, à translate. C'est les Je médicaments, n'arrive ça. même plus à parler en français. En taille européenne, avec des mètres. Mais bref, c'est une équipe de petits. C'est du small ball, c'est du mouvement, c'est vraiment un style particulier. Alors,
ils se sont éloignés de leur style dans le sens où ils ont joué beaucoup de pick and roll sur cette série par rapport à d'habitude. Mais voilà, ils pratiquent vraiment un basket à part. Et pareil, je trouve ça aussi, ça donne de la saveur au titre. Et tu sens il y en a chez tous les champions, mais il y a une constante réflexion stratégique, tactique, derrière les choix de Steve Kerr, et qui a gagné 33% des 27 derniers. 27 derniers titres. C'est fou. Une année sur 3, c'est lui qui gagne, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, sur ce match, j'ai trouvé pareil. C'est pas pour vous spoiler ce qu'il y a dans le MOOC, mais à un moment, on parle avec un de nos intervenants, Chris Oliver, on parle de la manière dont le jeu a changé, qui force les joueurs à pouvoir s'adapter à toutes les situations, et donc qui force aussi les coachs à pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et j'ai trouvé que dans ce match, particulièrement, Steve Kerr avait été excellent. Il a proposé des line-up même un peu différents. Il est sorti même de ses rythmes de rotation habituels, notamment dans le premier quart-temps. Les Warriors ont eu cette capacité à encaisser l'espèce de blitz des Celtics de tout début de quart-temps, où ils se sont retrouvés menés tout de suite, sans paniquer du tout. Et derrière, en 2-3 ajustements, en faisant entrer Gary Payton plus tôt que d'habitude, en laissant Klay Thompson, qui avait déjà 2 fautes, qui a demandé à son coach de le laisser sur le terrain en lui faisant confiance, ils ont réussi à inverser la dynamique. Et tu as l'impression que les Celtics ont à peine eu le temps de cligner des yeux et leur avance de 12 points s'était transformée en avance de 5 points. Et derrière, ils étaient soit derrière, soit à 1 point d'avance seulement. Et ça, je pense que ça a vraiment usé l'équipe. Il y a un moment aussi où on sentait dans la salle qu'il y avait une espèce de mal-être là pendant l'espèce de run complètement fou là où les Warriors sont revenus pour mener de 21 points. Ils ont sifflé les Celtics. Mais avant qu'ils sifflent, il y a eu un moment où même quand leur équipe avait la balle ou même quand elle venait de récupérer le ballon, il y avait une espèce de silence anxieux ou anxiogène, je trouvais, dans la salle. Alors, je ne sais pas si c'est parti des joueurs et que c'est atteint le public ou si c'est le public qui a engrainé les joueurs là-dedans, mais et tu sentais, voilà, ça reste une jeune équipe qui est en train d'apprendre, qui est en train de se développer, qui n'a pas forcément à avoir honte qui a pas à avoir honte de son parcours, clairement pas. De ses finales, je ne pense pas qu'il y a de honte à avoir. Il y aura des regrets certainement, mais il y a beaucoup de leçons à retenir de tout ça. Mais là, on sentait en face une équipe des Warriors, finalement, sur ces cadres qui étaient trop expérimentés, qui a senti tous les bons moments. Draymond Green, il n'a pas mis beaucoup de points. Tous ses paniers ont fait mal. C'était des fins de possession, des moments où les Warriors, où les Celtics avaient fait toutes les bonnes rotations et se retrouvent à avoir la balle, il met dedans. Tous ces points ont fait extrêmement mal aux Celtics. Et à part le mini-run de Al Horford dans le troisième quart-temps, il n'y a pas eu cette réponse-là du côté de Boston. Jaylen Brown a mis quelques bons tirs qui ont permis de stopper un peu l'hémorragie, mais il n'y avait pas cette espèce de compréhension collective, un petit peu comme si les 5 joueurs sur le terrain partageaient le même cerveau et cette capacité à saisir les moments décisifs du match. Il n'y a pas eu ça du côté de Boston. Celui de Draymond à la fin du troisième quart-temps, où du coup, ils l'ont laissé seul à mi-distance, en mode non, c'est bon, il ne va pas nous la faire. Et il rentre le jumper facile en plus, et derrière, décontracte, il repart. Et là, j'ai eu l'impression que là, ça les avait vraiment tués, quoi. Il n'en avait plus mis des comme ça depuis 2016. Hein. Il avait 6 ans, il n'avait pas marqué un panier de distance, Draymond Green. Et ceci dit, le match a commencé, il a mis un petit flotteur avec la planche pas facile du tout dès le début du match. Et ça, c'était plutôt bon signe parce qu'en fait, qu'ils mettent dedans ou pas à 3 points, c'est bon. S'ils mettent dedans, c'est du bonus. Mais là où je trouvais qu'il avait complètement perdu confiance après les défaites dans cette finale, c'était dans sa capacité à attaquer le cercle, même marquer de près, prendre des rebonds, remonter tout de suite. Et là, le voir réussir ce petit geste technique, j'ai trouvé que c'était plutôt bon signe pour les Warriors. C'est marrant parce que le match précédent, Andrew Wiggins avait mis quasiment le même panier pour ouvrir le score du côté des Warriors. C'était voilà, ça donnait le ton. On sentait qu'ils seraient déterminés et ils l'ont été. Et c'est vrai qu'ils ont été impressionnants. Je pense qu'on peut parler quand même un petit peu de Boston. Il faut parler de Jason Tatum. On est obligé d'aborder son sujet. Bon, c'est dans le podcast qu'on a fait mardi avec Shai, on se disait mercredi avec Shai, on se disait bon, maintenant, il lui reste un gros match. C'est sûr qu'il a un gros match en stock. Il en a les capacités. Finalement, ça n'a pas été le cas. C'était quand même assez impressionnant cette deuxième mi-temps d'être aussi discret, voire de disparaître à ce point. Je ne pense pas que ça soit alarmant pour la suite. Ça reste un jeune joueur qui est en train d'apprendre. Mais c'est un petit peu comme s'il avait, après avoir fait 2 grands bonds en avant pendant ses playoffs, il faisait quand même un pas en retrait. J'ai l'impression dans sa capacité à se montrer à la hauteur de l'événement. On a quand même eu l'impression que Wiggins lui est un peu entré dans la tête sur la fin sur ce match-là, en tout cas. Tellement. Ça reste la défense collective, hein, mais
il y a toutes les situations, toutes les phases de jeu où il s'est retrouvé sur lui. Tu avais l'impression qu'il avait oublié comment manier le ballon, qu'il ne levait plus la tête pour chercher les autres. C'était très, très bizarre. Il faisait tout un peu à contre-temps, alors qu'on ne le voyait plus du tout faire ça ces derniers temps. Et justement, c'est pour ça qu'on avait parlé du fait qu'il avait passé un cap, parce qu'il analysait toujours bien les situations, qu'il jouait très juste. Et là, sur ces finales, bah, outre le fait qu'il a battu le record de perte de balles sur une série, bah, ouais, toutes les phases où il y avait Wiggins en face, et c'est là aussi le mérite de Wiggins en plus de ce qu'il a fait offensivement, c'est d'avoir complètement limité un joueur comme ça qui avait été capable de faire des trucs fous offensivement sur toutes les autres séries de playoffs, quoi. Je suis d'accord avec je dirais pas que c'est inquiétant parce que c'est une phase d'apprentissage. Tous les très très bons joueurs ont dû passer par là, ont une espèce de porte fermée comme ça devant eux pour leur montrer qu'ils n'étaient pas encore prêts et peut-être qu'après il va travailler. C'est comme on disait l'autre jour, c'est là qu'on va voir quel genre de joueur c'est en termes d'état d'esprit, de travail. Est-ce qu'il arrête pas de vouloir la comparaison avec Kobe? Bah là, je pense que Kobe qui se mange une porte comme il s'est mangé là, il travaille dès demain à la salle en étudiant ce qui n'a pas été, en décortiquant tout ce qui peut améliorer et tu le retrouves la saison d'après complètement au point sur ces points de jeu où il a été défaillant en finale. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je vais même aller plus loin. J'ai vu beaucoup de tweets passer sur Tatum depuis ce matin. Alors, c'est normal, hein, on est à chaud, on est dans l'émotion, on est dans la réaction. Même de journalistes très, pas juste réputés, mais très connaisseurs du basket. Je pense par exemple à Kevin O'Connor qui a émis des doutes sur Tatum, là, notamment après ces films-là, en se demandant, en disant, ouais, alors il les a émis avec des pincettes, il met des nuances, mais en disant, voilà, peut-être Tatum n'est pas that guy. Et je trouve ça très dur. Je trouve ça très dur. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on va voir qui est Tatum. Je ne dis pas que Tatum sera forcément that guy. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des réserves sur Tatum, souvent. Par contre, j'aimerais juste quand même pointer du doigt un truc. LeBron James, ses premières finales, je vous donne les stats, 22 points, 35% au tir, 20% à 3 points, 7 rebonds, 7 passes, 6 turnovers de moyenne. C'est pire que ce qu'a fait Tatum sur cette série. C'est-à-dire que il n'y a même pas photo. Enfin, je veux dire, les stats de Tatum, purement statistiquement parlant, sont meilleurs sur cette série que celles de LeBron lors de ses premières finales. LeBron avait 2 ans de moins. Je ne vous dis pas que Tatum va devenir LeBron. On n'est pas sur le même talent, on n'est pas sur le même potentiel. Mais je trouve qu'on oublie très vite que le gars joue ses premières finales, qu'il n'a même pas été. Alors, il n'a pas été bon, mais il n'a pas été catastrophique, en fait, Tatum. Il a eu même quelques très bons passages par moment durant ses finales. Il a été mis en difficulté par Wiggins. Pour le coup de disparaître, je peux continuer avec l'exemple de LeBron. LeBron, 4e quart-temps de ses 2e finales contre Dallas, 2011. Il est plus vieux cette fois-ci. Il est même plus vieux que Tatum aujourd'hui. Invisible. Invisible dans le 4e quart-temps. 3 points de moyenne sur les 4e quart-temps des finales 2011. Et LeBron, il a 4 titres aujourd'hui. Alors, ce n'est pas les mêmes joueurs. Encore une fois, j'insiste parce que les comparaisons sont toujours délicates. D'ailleurs, on va te dire, ah, mais tu mets Tatum et LeBron sur le même pied. Non, je ne mets pas Tatum et LeBron sur le même pied. Mais c'est beaucoup trop tôt pour juger Tatum. Tatum, il a 24 ans. Il joue ses premières finales. Il vient de jouer 24 matchs en 2 mois. Les Celtics, ils ont joué 3 matchs de plus que les Warriors. Ce que j'allais dire, il faut voir les séries en question et les équipes qui s'est tapées. Le mec est cuit. Ouais. Et en plus, pour le coup, Tatum, il joue des 2 côtés du parquet. Il a sorti Kevin Durant en défendant sur Kevin Durant et en étant meilleur que Kevin Durant sur toute la série. Kevin Durant, il n'y a même pas 2 mois, on disait que c'était le meilleur joueur du monde. Derrière, il s'est coltiné Giannis. Au moment où Kevin Durant est sorti, on a dit, bah, tiens, le meilleur joueur du monde, c'est Giannis. De toute façon, ça joue entre les deux. Il n'a pas été meilleur que Giannis, mais il a rivalisé avec Giannis. Il a rivalisé avec Giannis et les Celtics sont sortis les Bucks. Après, oui, il manquait Middleton, mais les Celtics sont sortis les Bucks. Derrière, il a joué Jimmy Butler. Il s'est coltiné Jimmy fucking Butler pendant 7 matchs. Vous imaginez l'intensité physique que ça demande? Tu te coltines Jimmy fucking Butler pendant 7 matchs. C'est trop. Le gars, il sort de tout ça. Il a 24 ans, c'est ses premières finales. Et on va se dire, ah non, c'est pas that guy. Bah non, on ne sait pas. Je suis désolé, on ne sait pas. Au contraire, je dirais même que c'est encourageant. Et le truc, c'est que pour aller pousser sur un autre thème sur les Celtics, il n'y a pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'une équipe a été championne sans un playmaker d'élite? Vu qu'on est sur les playmakers avec le mot. J'essaye là, en parlant de le faire dans ma tête. Déjà, je suis remonté jusqu'à 2011, il n'y avait pas. Après, il faut continuer. Ouais, peut-être 2010, les Lakers. Allez.
Et encore, ça veut dire que tu dis que Kobe Bryant, en 2010, c'est pas un playmaker d'élite. Je suis même pas sûr. Et ça joue, c'est un autre basket, et c'est le jeu en triangle. Mais Avec bref, Pau Gasol. ouais, avec et Pau Gasol, playmaker d'élite. Cherche pas, il n'y a pas les Celtics. Tatum n'est pas encore un playmaker d'élite. Il a énormément progressé, 7 passes de moyenne sur cette série. Il s'en rapproche, il n'en est pas encore un. Mais pour moi, j'ai vu des progrès énormes. Alors, je suis d'accord avec toi, par contre, il y a un petit pas en arrière, bien sûr. Mais c'est ce pas en arrière qui peut te faire passer un cap. Il a besoin de passer un cap, de toute façon, oui, pour mener les Celtics au titre. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Entre Robert Williams, Jalen Brown, Jason Tatum, ils ont 3 joueurs de moins de 25 ans, de 25 ans ou moins. Tu mets des bons ajustements autour, tu peux vraiment faire de cette équipe une machine de guerre. Et pour Ouais. les réactions à chaud dont tu parles, comme celle de Kevin O'Connor, il faut prendre en compte que c'est des fans des Celtics. En fait, O'Connor, c'est un fan des Celtics. Ouais, Les mecs, ils ont grand. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un de plutôt mesuré, il fait pas non plus des. C'est pas Bill Simmons, quoi. Il va pas partir en live. Mais ça reste des fans des Celtics et qui sont très changeants d'un match à l'autre. Ils vont te dire Tatum, c'est bon, c'est l'alpha guy de la ligue. Et derrière, non, c'est pas that guy. Ils sont ça fait partie de la spécificité ouais. d'une fanbase. Et la preuve, c'est que là, voilà, ils les sifflent sur un Game 6 où d'une série et d'une campagne où ils ont été héroïques. C'est presque injuste, tu vois, mais c'est Boston, c'est comme Philadelphie, New York, Ouais. on sait plus parce qu'ils y vont plus, mais en théorie, c'est ça. Voilà, ça fait partie des spécificités, mais là, tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord sur le mérite qu'il faut lui attribuer et surtout pas l'enfoncer après la série qu'il a faite. Ouais, et puis c'est aussi le storytelling dans le sport aux États-Unis où si tu te foires, t'es Ouais. sur un truc ou un moment clé, non, finalement, t'es pas that guy, t'es pas le gars. Et finalement, 3 ans plus tard, si tu reviens et que tu gagnes tout, on dit ah, regardez, incroyable l'histoire de ce joueur qui est passé par des moments très sombres pour finalement. C'est toujours ce storytelling comment dire. En continu, là où je suis d'accord, en fait, ce que je voulais préciser par rapport à ce que tu disais, Antoine, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que le pas en recul, en fait, c'est pas forcément Jason Tatum qui l'a fait, c'est nous, notre compréhension de quel joueur c'est, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. À un moment, je me suis dit, on se l'était dit avec Shai, bon, bah, une des choses que j'ai retenues des playoffs jusqu'à la finale, c'est que maintenant, Jason Tatum, c'est devenu le joueur qu'on pensait qu'il pouvait être. Il a passé un cap, il a accédé à ce statut. Et finalement, c'est dans cette certitude, j'ai l'impression qu'il y a un petit pas, qui est un petit pas en recul qui a été fait. Ça ne veut pas dire que lui a fait un pas en recul. La comparaison que tu fais avec le Brand, je la trouve vraiment intéressante, notamment parce qu'à la fin, tout à la fin du match, il y a une image qui m'a fait penser justement à la première finale de LeBron avec les Spurs, où on voyait André Iguodala qui allait essayer de consoler Ouais. Jason Tatum. On ne sait pas ce qu'il lui disait, mais manifestement, on peut imaginer qu'il lui disait quelque chose comme t'inquiète pas, la suite, elle sera pour toi, les années à venir, elles seront pour toi. Exactement comme cette image qu'on avait vue Duncan, de Tim Duncan avec LeBron dans les travées. Alors, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes statuts forcément, mais il y avait quand même ce côté-là. Je pense qu'effectivement, vu sa trajectoire et son talent, je vois pas comment il pourrait pas revenir plus fort parce que il y a 2 choses qui se sont passées. Je pense que les Warriors ont montré à la fois des failles techniques dans son jeu sur lesquelles il peut travailler, notamment dans son attaque de cercle. Après, la défense des Warriors, elle est d'une intelligence monumentale. Finalement, c'est normalement au basket, c'est le joueur qui a la balle qui a l'avantage. C'est lui qui sait ce qu'il va faire. La défense doit réagir. La défense des Warriors, j'ai trouvé que dès qu'un joueur de Boston attaquait le cercle, c'est la défense des Warriors qui prenait l'avantage en forçant l'attaquant à réagir. ouais. Et ils ont poussé quasiment tous leurs joueurs majeurs, Jalen Brown, Jason Tatum, Derrick White aussi, à être tout le temps, dès qu'ils attaquaient le cercle, à devoir se poser tout un tas de questions et à déjouer. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu le sentiment que Jason Tatum avait perdu confiance dans ses qualités offensives, dans le sens où quand il pénétrait, il ne cherchait que la faute. Combien de fois, franchement, on l'aura vu dans toutes ces finales, tenter sortir le ballon, sortir les bras en espérant se faire accrocher et après, il n'y a pas le coup de sifflet, se retourner vers l'arbitre. J'ai eu le sentiment qu'il avait perdu de vue l'idée d'essayer d'abord d'aller marquer. Et après, si tu as le coup de sifflet, bah, très bien, il y a faute, tu as marqué et tu as le coup de sifflet. J'ai eu l'impression qu'il partait un peu comme James Harden, simplement à la pêche aux fautes. Et face à une équipe aussi disciplinée que les Warriors, je vais revenir vite fait sur Andrew Wiggins, sa qualité d'appui, son contrôle et son équilibre défensif,
c'est vraiment fantastique. Les fois, j'ai une image là où il vient, fait un close-out sur Jason Tatum, il revient en sprint, il arrive à s'arrêter au centimètre près. Du coup, il a pas sauté, il n'a pas dépassé Jason Tatum. Donc, Tatum doit se retrouver à essayer de l'attaquer alors qu'il est complètement coincé dans le corner avec la ligne de touche derrière lui. Finalement, il met le pied en touche de mémoire. Ça, c'est des choses on ne voit jamais des highlights dessus. On ne verra pas un top 10 des meilleures actions défensives d'Andrew Wiggins des finales, autre que s'il met un contre monstrueux. Mais voilà, c'était une masterclass défensive face à laquelle Jason Tatum s'est retrouvé. Donc ça aussi, là aussi, je te rejoins, Antoine, il y a matière à être optimiste pour la suite pour Boston et pour Tatum. Je ne le vois pas. Là, il y a la déception. Il y a bien sûr beaucoup de regrets, je pense, mais je n'imagine pas ne pas repartir en salle de vidéo pour voir ce qui n'a pas marché à la salle avec ses préparateurs physiques, ses préparateurs individuels pour bosser son jeu. Je pense que voilà, le meilleur est à venir pour Tatum. Je l'imagine bien aussi aller taper à la porte de Brad Stevens pour réclamer un banc de touche un peu plus large l'année prochaine. Mais... Plus de joueurs qui sortent du banc, tu veux dire? Plus profond, quoi. Mais je pense qu'ils vont ajuster. Ouais, mais là, il peut, bien sûr. Mais pour le coup, bien sûr, on est d'accord. Le banc a été inexistant sur ce match-ci. Mais je trouve que quand Boston n'a pas marché, n'a pas été dedans, c'est parce que les stars de Boston n'ont pas été dedans. Oui. Du côté des Warriors, à part le moment où Draymond Green son coup de mou, leurs joueurs majeurs ont répondu présent à tous les matchs. C'est ça. En fait, tu ne peux pas dire que Derrick White a été le responsable de la défaite, par exemple. Ça serait abusé. Tu peux te dire qu'il n'a pas été le facteur X, mais tu ne peux pas dire qu'il n'a pas été le... Je suis d'accord sur le fait que ça vient d'abord des stars. Et tu peux dire aussi... Par contre, c'est sûr qu'ils ont besoin de renforcer l'effectif. Là, je suis d'accord avec ça. Non, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Derrick White, j'ai le sentiment qu'il s'était mis à jouer au-dessus de son potentiel. Alors, c'est faux parce qu'on ne peut pas dépasser son potentiel, on peut le réaliser. Mais c'était illusoire de penser qu'il allait pouvoir tenir ce niveau tout du long et que ça a masqué un certain nombre de choses potentiellement et que dès qu'il est redescendu un petit peu de niveau, eh ben, ça a mis en lumière les failles de certains joueurs majeurs de Boston. Mais de toute façon, les trois remplaçants des Celtics, soit Pritchard, Williams et White, ont des fois eu une adresse insolente à 3 points. Et quand ils ne mettaient pas dedans, c'était plus compliqué. Alors, Williams pouvait avoir un rôle défensif par moment, mais c'est pas... Enfin, leur banc avait un impact surtout en marquant de loin. Et là, ce n'était pas le cas. Pour Tatum, je pense qu'il y a même une progression physique. Il a eu beaucoup de mal en étant opposé à des grands, parfois. Ça, c'est clair. Il n'a pas réussi à dominer Bjelica. On en parlait mercredi, exactement. Ouais, c'est pas arrivé souvent, mais les possessions qu'il y a eu sur Bjelica, il n'a pas réussi à le prendre. Physiquement, il y a des fois, il explose sur les contacts. Alors que c'est quand même un mec costaud. Donc, je pense qu'il y a même un travail physique. Ce ne sera pas le gros de son évolution, mais physiquement, c'est encore un mec qui peut prendre de la force au niveau du torse, du haut du corps, et qui peut finir plus facilement. Justement, tu parlais des demandes des lancers francs. S'il arrive pleine balle à un moment, si à un moment le gars il a vraiment une force haut du corps qui fait que quand il rentre, c'est l'adversaire qui explose et pas lui, ça peut être autre chose. Je pense qu'il y a vraiment des marges de progression intéressantes. Après, ça va être c'est toujours délicat à dire, une histoire d'intelligence de jeu. Je ne parle pas d'intelligence humaine, mais vraiment d'intelligence de jeu, de progression. Ça va se jouer un peu là-dessus, de voir mental jusqu'où il peut aller. Mais en tout cas, c'est encourageant. Et pareil, on parle de Tatum, mais Jalen Brown, alors il n'a pas été bon tout au long des finales. Il y a des moments où il a été mauvais, notamment sur le Game 5. Mais il a été très solide. C'est quand même une star, quoi. Ils ont 2 stars. Ils ont vraiment 2 stars. Jalen Brown, c'est costaud, quoi. C'est le meilleur marqueur de Boston sur la série. Et c'est pas comme si les Warriors avaient qu'un stopper. Ils ont plusieurs stoppers. Donc lui aussi, c'est coltiné du lourd. Il s'est mangé Draymond Green, Gary Payton. Ça a souvent été le détonateur pour Boston. Ouais. Dommage, il manque de régularité un peu. Mais lui aussi, il a du potentiel. 25 ans, il est déjà à la hauteur des attentes, voire peut-être même un peu au-dessus, en fait. Là, il y a vraiment 2 All-Stars. Il y a de quoi bâtir à Boston. Franchement, il y a de quoi bâtir. Oui, il y a de quoi bâtir. Et en même temps, c'est vrai que c'est toujours ce piège où on se rappelle des finales 2012 d'OKC face au Heat. On se dit, bon, quelle belle équipe d'OKC.
bon, ils ont raté cette opportunité, mais ça va se représenter. Ils ont trop de talent pour que ça ne puisse pas marcher. Finalement, ils ne sont jamais retournés en finale. Donc, il y a toujours un petit peu ce risque aussi. 2012, hein, je Ah, ne me c'est trompe ça, pas. Ouais, c'est c'est ça. 2012. Donc, il y a toujours ce risque. C'est vrai que le talent est là du côté de Boston. Je suis d'accord. Hein, il y a vraiment de quoi être ambitieux. Il y aura aussi d'autres équipes à l'Est qui seront ambitieuses l'an prochain. Il y aura les Ouais, Bucks au Milwaukee, complet. Miami, Miami, certainement. C'est Brooklyn. sûr qu'ils reviendront avec un autre visage. Brooklyn, etc. Donc, rien n'est acquis. Mais effectivement, il y a de quoi être enthousiaste malgré tout, malgré la défaite. Je voudrais qu'on parle brièvement un petit peu des Warriors parce que là aussi, il y a des questions qui se posent pour l'avenir. Finalement, on a vraiment le sentiment que, vu leur performance cette année, il y a une fenêtre qui reste ouverte plus longtemps que prévu. Quel est votre sentiment? Alors, bien sûr, là, c'est à chaud, hein, ils viennent de gagner le titre, etc. Pour les 2-3 années à venir, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que les Warriors peuvent espérer, selon vous? Alors, je ne vais pas répondre de suite à ta question, je suis désolé, je vais digresser un peu. Il y a une question financière qui se pose sur qui il garde. Est-ce qu'il garde tout le monde? Est-ce qu'il garde Poole et Wiggins? Est-ce qu'il garde Wiggins et Green? Je vais vous surprendre parce que je vais sacrifier un joueur que j'aime bien, mais je pense que s'il faut vraiment faire un choix, c'est Poole qu'il faut laisser partir en fait. Je pense que alors je sais, ça correspond pas du tout avec ce que je pense de Poole. J'aime beaucoup Jordan Poole, mais je pense que c'est un style de joueur que tu peux retrouver. J'ai l'impression que Wiggins est devenu trop primordial. Je pensais jamais que je dirais ça un jour dans ma vie. J'ai l'impression qu'Andrew Wiggins, il est devenu beaucoup trop précieux pour les Warriors. S'ils veulent continuer à jouer le titre, il leur faut Andrew Wiggins. C'est fou, hein, c'est fou de dire ça, mais il va y avoir la question des prolongations à se poser. Connaissant les Warriors, je pense qu'ils vont essayer de garder tout le monde, quitte à payer ultra blindé en lieu de future avec taxe. Peut-être Poole qui va faire un geste en Ou acceptant Wiggins. moins. Poole, ça serait étonnant Ou parce que ça va Wiggins être son d'ailleurs. premier gros salaire. Donc, Ouais, ou Wiggins, effectivement, qui va se dire bon, ok, je reste. De toute façon, Wiggins, j'ai l'impression qu'en plus, il est vraiment bien là, plus que de jouer la superstar ailleurs. Je n'ai même pas l'impression que ça l'attire plus que ça. Après, c'est toujours dur de lire ce que pense Andrew Wiggins parce que Andrew Wiggins est très discret, mais j'ai l'impression qu'il a l'air heureux. Ça fait plaisir. C'est la première fois depuis qu'il arrive en NBA qu'Andrew Wiggins il a l'air heureux. Et ça fait plaisir à voir. Mais c'est vrai que je pense qu'on on se rend plus compte maintenant, mais de la hype qu'il y a autour de lui depuis qu'il a 15 ans. Hein, parce que, Je me souviens des vidéos FIBA avec de lui avec le Canada et tout. exactement, mais quand il était encore au lycée au Canada, où on Ouais, parlait de lui comme du futur LeBron, du futur Kobe, etc., c'est un joueur qui a été sous les projecteurs depuis l'adolescence, depuis l'enfance quasiment, qui derrière a eu une énorme pression, premier choix de draft, etc., puis très beau début de carrière malgré tout, prometteur, et derrière, sur qui tout le monde avait fait une croix, finalement, on a à croire que tous les problèmes des Wolves venaient d'Andrew Wiggins. Là, je pense que sa réussite au sein des Warriors remet pas mal de choses quand même en perspective. Mais donc oui, je te rejoins là sur le fait de, j'ai l'impression qu'il est épanoui, j'ai l'impression qu'il est apprécié aussi, clairement en tant que personne aussi, pas simplement bah en tant oui. que joueur. Ça se voyait quoi sur le podium après le Ouais, match. il l'aime, tout simplement, il l'aime, ils l'ont intégré, c'est un des leurs, quoi. Est-ce que, est-ce Et, que, est-ce que l'amour sera assez solide pour que. Parce que là, il gagne 33 millions de dollars la saison quand même. ouais. Donc, Mais il est dans son prime théorique, il arrive enfin à être le joueur qu'il est. Il y a des équipes qui vont se dire allez, on envoie la sauce. Mais Ça peut être ça le genre. je pense qu'on n'a pas vu le meilleur d'Andrew Wiggins en plus. Peut-être en C'est plus, ça oui. le plus fou. Je pense qu'en Oui. fait, là, maintenant, ça va débloquer quelque chose. Un peu comme Jrue Holiday, alors beaucoup plus tard dans sa carrière, Jrue Holiday, cette saison, il fait sa meilleure saison en NBA. Et Andrew Wiggins, à mon avis, il a gagné un titre, ça peut le libérer. Je pense qu'il va continuer à progresser. Je pense que les Warriors vont signer leur mec. Je pense qu'ils vont Je pense garder tout le aussi. monde. Je pense que Wiggins va rester. Donc, pour répondre du coup à la question initiale, je pense que les Warriors seront in the running, ils seront dans la course pendant 2-3 ans. Après, est-ce qu'ils seront forcément favoris? Je ne sais pas, parce que ça demande tellement d'énergie de jouer comme ils le font. C'est une telle débauche d'énergie. Tu t'exposes à ne pas pouvoir gagner 2 ans de suite. Alors, ils l'ont fait, hein, mais avec Kevin Durant. Et puis en 2015-2016, ils vont 2 années de suite en finale. Mais voilà, faudra voir les progressions de Luka Doncic, etc. Je pense qu'ils partent favoris pour l'an prochain parce que c'est les champions en titre, en supposant voir aussi ce qui se passe à l'intersaison. Mais je ne me dis pas qu'ils vont dominer, qu'ils vont enchaîner 3 titres de suite, là, par exemple. Mais par contre, ils seront dans la course. Mais Pour moi, c'est les Spurs. Il y a un point commun avec les Spurs. C'est une dynastie qui s'étale dans le temps. Tu vois, c'est une dynastie.
c'est pas les Bulls ou les Lakers de Shaq et Kobe, parce qu'il y a pas deux superstars aussi dominantes, à part quand même avec Kevin Durant. Mais par contre, c'est une équipe avec la culture, avec le staff, la continuité, le noyau dur, le talent, une superstar comme Steph, que tu peux vraiment rapprocher à Duncan. Humilité, c'est Kerr d'ailleurs qui a fait le lien entre les deux après le titre. Là, il en a parlé, il a dit ça me rappelle tout part de Steph, comme tout partait de Duncan, avec l'humilité, la confiance. Pour moi, voilà, c'est ce genre de dynastie. Truc qui s'installe pendant 15 ans. Tu vas avoir cette équipe. Des fois, elle sera éliminée au second tour. Des fois, elle va aller en finale. Elle va perdre. Des fois, elle va gagner. Mais ils seront là. Et c'est comme ça que je vois les Warriors. Et il faudra faire attention aussi, parce mine de rien, on a beaucoup parlé de leur banc et des joueurs, des role-players qui ont été importants, les Poules, Gary Payton et tout. Payton et Otto Porter sont libres, je crois, cet été. Ils vont être demandés, mine de rien. Et après, ça dépend. Chaque joueur voit un peu les choses différemment. À se dire, bon, bah, c'est bien, on run it back, on tente le back-to-back. Je suis bien à Golden State, c'est une bonne franchise. Et puis, il y en a qui vont se dire, c'est l'opportunité d'une vie de gagner plus de 10 fois plus que ce que je pourrais gagner là. Et pour moi, Peyton notamment, et même Otto Porter, bon, il a eu Les des deux. soucis physiques. Les deux, je pense qu'ils vont peut-être même gagner en importance avec le temps, au fur et à mesure que Curry, Thompson, Green vont prendre de l'âge. Faudra pas négliger leur présence, elle est importante quand même aussi, je pense. Ouais. Payton, je pense qu'ils vont le mettre bien financièrement. Et Payton, même s'il a été ultra mis en avant, je ne vois pas une équipe lâcher un gros billet sur Payton. Enfin, je parle de gros billets, de vrais gros billets. Pourquoi? Parce que le style du joueur fait que dans tous les cas, ça sera un joueur de complément. Donc, ce n'est pas un joueur comme Poole où tu peux te dire, OK, là, il était bon chez eux, mais en fait, il a le potentiel pour devenir une star. Je veux dire, Gary Payton, le joueur qu'il est là, c'est le joueur qui va être demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans. Il peut progresser, bien sûr, mais tu ne peux pas le surpayer en te disant peut-être qu'il va progresser chez nous et devenir plus fort que son contrat actuel. Donc je pense juste que les Warriors vont le mettre bien. Ils vont lui donner le contrat avec l'argent qui correspond à son rôle et il va rester autoporteur. Un peu plus le doute, mais autoporteur, il a déjà eu un gros contrat dans sa carrière. Exactement. Ouais. Dans le pire des cas, ça dépendra de son goût. Donc, est-ce qu'il se dit, bon, bah, je veux rester là? Il était important, autoporteur. Il a été super précieux. Franchement, ils en ont besoin. J'aurais jamais cru que je deviendrais à ce point fan d'Auto-Porter et d'Andrew Wiggins. Mais moi, j'ai Ouais. trouvé. Je le dis à tous les podcasts, mais il a été excellent dans son rôle. Déjà, accepter ce rôle-là, quand quand on t'avait vendu comme étant peut-être une deuxième, troisième option offensive, accepter jouer ce rôle-là et le jouer aussi bien que ce qu'Otto Porter a fait, hein, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Ça montre Je une ne vois pas. intelligence, une compréhension humaine et de jeu vraiment à saluer. Et je suis d'accord avec toi, Chay, ces deux joueurs-là ont été plus que précieux. Ils ont été indispensables au succès des Ouais. Warriors. Pour ce que tu disais, Antoine, je suis d'accord pour Gary Payton de second dans le sens et la comparaison avec les Spurs parce que pour moi, c'est justement il peut être ce joueur-là dans une équipe intelligente comme les Warriors qui savent s'en servir. Et je pense à tout un tas de joueurs qu'on trouvait qui étaient excellents avec les Spurs et qui après sont partis dans d'autres équipes. Je pensais notamment à Gary Neal, qui était gros shooter. Il mettait plein de points avec les Spurs. On se disait, ah, il est vraiment fort. Il part dans une autre équipe. Et puis l'autre équipe ne sait pas s'en servir. Et derrière, limite, 2 ans plus tard, tu ne sais même pas s'il joue encore en NBA ou s'il est au Venezuela. Et il y a un peu ce côté-là de. Je pense que Gary Payton a l'intelligence de comprendre ça. Moi, je suis archi fan de ce joueur. Truc anodin du début du match, il y a un moment, il y a je ne sais plus quel joueur des Celtics drive. Gary Payton est juste à côté de l'action. L'arbitre siffle, tout de suite il lève la main. Après, tu vois le ralenti, tu vois que c'est clairement une faute de Kevin Looney qui prend la faute. Dans tous les cas, il prend la faute. Mais à la fois, l'intelligence et l'altruisme de se dire bon, moi, de toute façon, je vais jouer 15 minutes. Je vais faire 6 fautes. Par contre, si c'est Kevin Looney qui prend sa deuxième maintenant, ça nous met en difficulté. Tout de suite, c'est pas un coach qui lui dit ou un coéquipier qui lui fait un signe. Tout de suite, il lève la main pour essayer de truquer un petit peu et prendre la faute à la place de son coéquipier. Ça, c'est des choses, mais ça n'a pas de prix en fait au sein d'un collectif. Des mecs comme ça qui font pas d'erreur, qui défendent aussi dur, qui sont prêts à rentrer, sortir. À un moment, il se prend une soufflante par André Iguodala sur le bord du terrain. Derrière, il sort. Enfin, ça n'a pas de Ils se prix laissent coacher, c'est des mecs qui ce se genre laissent de choses. coacher en plus. Ouais. C'est ça. Et sa famille est de la baie. Hein. Le papa vient de la baie, donc ça peut peut-être jouer dans le choix. J'imagine qu'il se sent bien à San Francisco et dans la baie à Auckland, tout ça. Donc, ça peut aider Ouais. dans la décision.
En tout cas, ouais, effectivement, je pense qu'il y a des belles choses, il y aura des belles choses dans l'avenir des Warriors. Une des questions, voilà, vu l'âge quand même de leurs joueurs principaux, ça sera la santé avant tout. On peut le dire de toutes les équipes qui jouent le titre, mais je pense que ça sera effectivement un élément important. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe du côté des Warriors, du côté des Celtics sur le banc, mais aussi, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, d'autres équipes. Dallas, ça commence à bouger. Miami, on sait que ça va bouger. Brooklyn, c'est toujours l'incertitude totale de savoir ce qui se passera dans cette équipe, mais en tout cas, l'an prochain, il y a des contenders qui vont surgir. Philadelphie aussi, que je n'ai même pas mentionné, à voir ce qui se passe de ce côté-là. Ça va être une saison et enfin, rien n'est acquis pour les deux équipes qui sortent, qui ont joué ce dernier match du côté de Boston comme du côté des Warriors. En tout cas, voilà, les Warriors, quand même, on ne peut pas ne pas saluer l'intelligence de l'équipe, de la franchise. D'ailleurs, encore une fois, au moment de remettre le titre, j'ai trouvé que c'était assez fort. Les deux propriétaires qui disent non, il faut d'abord saluer les joueurs et le coaching staff. Le coaching staff, tu as Steve Kerr qui prend le micro, qui dit non, il faut d'abord remercier le GM. Le GM qui dit il faut d'abord remercier les joueurs, nos femmes et nos enfants, etc. Tu n'as pas forcément souvenir de 50 occasions où personne ne semble vouloir prendre le crédit juste pour lui et dit c'est un travail d'équipe, quoi. Surtout que c'est une scène qui est toujours un peu gênante où tu as les mecs qui se sont battus 82 matchs et qui ont fait les playoffs, et puis tu as le proprio qui descend. Merci. J'avais compris pourquoi c'est le premier à toucher le trophée. À qui on donne le trophée. Mais là, avec eux, justement, ils ont pas trop cherché à s'accaparer le truc. Mais je me souviens de titres où voilà, le mec il débarque en sandales. Allez, merci. Certains Dan Gilbert. Au hasard. Mais oui, en tout cas, ça montre. Bon, les Warriors et leur front office sont parfois un peu considérés comme arrogants ici et là parce qu'ils aiment bien faire leur promotion, la façon dont ils ont construit l'équipe, dire qu'ils ont des années d'avance sur la concurrence et tout. Mais mine de rien, voilà, toute cette culture, toutes ces compétences chez des gens qui ont identifié des profils, qui continuent d'en identifier, que ce soit pour les joueurs dont on parlait. On en parlait l'autre jour, Théo, mais Gary Payton, qui a été de l'avis de tout le monde décisif cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont coupé Avery Bradley pour garder Gary Payton, et sur le coup, tout le monde avait fait wow, bon. 98% des équipes, ou voire 99%, c'est Bradley. Ouais. Je pense, même si Bradley était clairement sur le déclin, plus le joueur qu'il était, sur le coup, tout le monde a dit bon, et puis au final, voilà ce que ça donne. Et c'est des petits choix comme ça qui font que. Ils font pas ce move, ils sont pas champions. Hein. Franchement, je vais jusque-là. Hein. Je pense qu'ils font pas ce move, ils sont pas champions. Non, mais on en revient à ce qu'on disait des Spurs. C'est des équipes où le GM fait son travail de GM, le coach, les joueurs jouent, et il n'y a pas un joueur qui va taper à la porte en disant bah non, on peut pas. C'est quoi ce choix? C'est pas possible. Ça paye sur le long terme. C'est ce qui fait que tu peux rester. Enfin, ça paye sur le long terme si c'est bien géré, hein, parce que si c'est les Knicks, ou les Kings, tu sais que ça paye pas. Mais quand c'est bien fait et que c'est comme ça que ça fonctionne, il y a des vertus qui sont indiscutables. Ouais. C'est bon. Ouais, et ben nous, on va finir là-dessus. Féliciter encore les Warriors, féliciter aussi les Celtics qui nous auront quand même apporté du spectacle tout au long de ces playoffs, qui ont fait un parcours assez fantastique. Toute l'actualité du basket, ça continue sur Basket Session. Bientôt, la draft arrive, la free agency dans la foulée. Tout ça, c'est sur Basket Session au jour le jour. On vous rappelle la sortie à venir du nouveau MOOC, le MOOC Rivers numéro 10, spécial Playmaker. Sur Basket Session, vous trouverez toutes les informations concernant cette sortie à venir. N'hésitez pas à le précommander dès maintenant pour être sûr de l'avoir et profiter des frais de port gratuits. Nous, on va vite faire une petite pause, se reposer un petit peu et repartir d'arrache-pied parce que voilà, l'actualité du basket, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on repart direct. Allez, à bientôt. À tous. Ciao. Ciao.